Je ne peux vous dire que mon émotion d'être aujourd'hui parmi vous. Je suis en famille. En famille parce que partout où je tourne ma tête, je retrouve des visages que j'ai connus ces derniers temps dans des circonstances difficiles. Je revois Mohamed, je revois Tahar, je revois Badawi là-bas, je revois mon ami qui est Ali là-bas, je revois Baghdadi qui est ici, et je suis heureux de les voir là, aujourd'hui libres, et d'être aujourd'hui parmi vous tous pour pouvoir vous saluer d'abord et vous apporter le salut de tous les militants du Front des Forces Socialistes et le salut de Hossein Ait Ahmed qui regrette de ne pouvoir venir aujourd'hui parmi vous pour des raisons que vous comprenez aisément. Ce n'est pas un salut de pure forme. Je crois que nous avons commencé depuis déjà longtemps un combat en commun. En dehors des gens que je connais ici du fait des péripéties qu'on a vécues à propos de leur tentative d'expulsion hors du territoire français, il y a aussi des gens avec qui j'ai combattu, que ce soit pendant la guerre de libération nationale ou après. Il y a mon ami Hamou qui est là, avec lequel nous avons également, depuis 1962, mené un combat dans l'opposition pour la démocratie. C'est donc il y a de multiples liens. Et je voudrais saluer également notre frère Hamchaoui qui est ici et qui représente aussi pour nous beaucoup, non pas en tant que symbole simplement d'un passé que nous avons tous en nous et sans lequel nous ne sommes rien, étant entendu que l'histoire de la nation algérienne, personne ne pourra la falsifier indéfiniment par des opérations de police, puisqu'on s'est aperçu que maintenant la seule écriture de l'histoire était une écriture officielle, et pour reprendre un mot de Ait Ahmed, on a considéré que la police et le parti avaient fait une véritable descente sur l'histoire, puisque eux seuls étaient maintenant autorisés à dire l'histoire de notre pays. Donc la présence ici du représentant du PPA est pour moi plus qu'un symbole, puisque nous nous tournons maintenant vers l'avenir et qu'il y a lieu d'associer pour cet avenir toutes les forces politiques du pays, sans aucune exclusive. Et lorsque nous disons cela, c'est parce que nous croyons également à un principe qui doit guider totalement notre action. Il n'est pas question pour nous de se fondre dans un seul parti. Il n'est pas question pour nous, pour l'instant, encore de parler même de front uni. Nous disons que la pluralité d'aujourd'hui est la garantie de la pluralité de demain. C'est-à-dire que c'est aujourd'hui, dans le respect de l'indépendance et de l'autonomie de chaque parti politique, de chaque mouvement, c'est aujourd'hui que nous créons les conditions de la démocratie de demain. C'est dans la mesure où nous pouvons prouver au monde, et d'abord au peuple algérien et au monde entier ensuite, que nous sommes capables de nous accepter avec nos mutuelles différences, que nous sommes capables de débattre librement de nos divergences, et Dieu sait qu'il doit y avoir des divergences, y compris au sein même de nos propres mouvements. C'est dans cette mesure seulement que nous deviendrons crédibles pour dire aux gens que demain en Algérie, il y aura véritablement une démocratie avec le pluralisme politique véritablement respecté. C'est donc une condition essentielle de notre combat. Il faut que nous continuions, chacun de notre côté, à poursuivre notre action avec nos programmes politiques propres, nos idéologies propres, tout en ayant un même et seul objectif, qui est l'instauration dans notre pays d'un authentique régime démocratique. Alors, je dois dire que le chemin est encore long, qu'il passera par différentes étapes, et que l'une de ces étapes a été marquée en décembre 1985 par la proclamation de Londres
à laquelle nous avons adhéré. Cette proclamation de Londres n'est rien d'autre qu'un appel pathétique à la démocratisation des institutions en Algérie. Cela veut dire tout simplement que nous disons qu'il n'y a pas d'autre alternative que l'alternative démocratique, que seule l'action conjuguée des mouvements politiques et des masses algériennes pourront pousser le pouvoir en place, soit à se transformer, et ce serait la meilleure des solutions, bien que nous n'y croyons guère, soit à laisser la place, finalement, à la parole populaire, à la possibilité pour le peuple algérien d'élire librement ses représentants à une assemblée nationale constituante, qui elle seule a le droit, qui elle seule pourra définir en toute liberté et dans le pluralisme politique retrouvé, pourra définir les voies et moyens d'édifier dans notre pays une authentique démocratie décentralisatrice. Et pour cela, dans la proclamation de Londres, nous avons proclamé un certain nombre de principes sans lesquels il n'y a pas de démocratie. Ces principes, quels sont-ils? Ils sont très simples pour des gens qui ont vécu dans des démocraties. Mais ils demeurent, dans un pays comme l'Algérie, comme étant des principes qui semblent être, pour le pouvoir en place, des principes de guerre, des principes révolutionnaires. En fait, de quoi s'agit-il? Il s'agit tout simplement, d'abord, du respect des droits de l'homme, du respect de ces droits qui font que chaque citoyen devient un citoyen responsable, à savoir la liberté d'expression, la liberté d'aller et venir, la liberté d'association, la liberté de créer des partis politiques, la liberté syndicale, le droit de sûreté, c'est-à-dire le droit qui fait que ce soir vous êtes sûr de vous coucher chez vous et de vous réveiller chez vous, et non pas en ayant la crainte que le matin, ou même avant, puisqu'on ne respecte pas le droit en Algérie, vous soyez emmené pour une destination inconnue et séquestré pendant des mois et des mois sans avoir droit à aucun procès. Il y a lieu donc d'établir d'abord les supports physiques indispensables qui font que l'homme peut véritablement jouir de sa liberté et s'épanouir pour pouvoir participer effectivement à la construction du pays. Il y a également, en dehors des libertés qu'on appelle formelles, toutes les libertés qui sont du domaine économique et social. Aujourd'hui, plus que jamais, se posent pour les Algériens les problèmes vitaux, qui sont les problèmes d'assurer pour chaque ménagère la possibilité de nourrir sa famille. Il y a les problèmes inhérents au logement, le droit au logement, tous les droits sociaux relatifs à la vie dans la cité. Tous ces droits-là sont aussi importants que les droits civils et politiques. Et nous affirmons que tous ces droits-là sont absolument inséparables. Et puis d'autre part, il y a également l'aspect des libertés publiques, à savoir que dans un pays démocratique, eh bien, il faut avoir la possibilité de pouvoir former des partis politiques, il faut avoir la possibilité pour les syndicats de s'organiser librement, et non pas, comme c'est le cas pour l'instant de l'UGTA sous la coupe du parti unique, la possibilité pour toutes les associations de pouvoir fleurir, alors qu'aujourd'hui, les dirigeants de l'association pour la mémoire des martyrs de la Révolution, eh bien les dirigeants de cette association sont en prison, dans les lieux mêmes souvent que leurs pères ont connus au temps du colonialisme. Voilà tout simplement ce que nous avons affirmé à Londres. Nous n'avons pas fait une déclaration de guerre, au contraire, nous avons affirmé que nous voulions, pour notre pays, la paix civile, dans un climat démocratique. Eh bien, malgré cela, on a considéré de l'autre côté qu'il s'agissait véritablement d'une déclaration de guerre, puisqu'on a, une fois de plus, répondu, d'ailleurs en donnant une importance qu'on n'espérait pas aussi grande dans la presse officielle, on a répondu une fois de plus par l'injure, par l'anathème, par un certain nombre de
d'insultes qui ont été proférées, notamment dans certains éditoriaux, contre les deux chefs historiques de la Révolution. Et puis cet appel s'adressait également à d'autres. Il ne s'agissait pas du tout de faire l'union uniquement de deux personnes ou de deux partis politiques. Non, il s'agissait au contraire d'ouvrir bien grand les portes du débat démocratique et de demander à toutes les personnalités politiques, à toutes les organisations politiques, sur la base d'un texte qui est très large, de venir pour pouvoir justement engager une action commune pour l'instauration de la démocratie dans notre pays. Il y a eu, au niveau populaire et au niveau d'un certain nombre de personnalités, des réactions positives par rapport à cette proclamation de Londres. Mais, de notre côté, nous n'avons pas attendu que des personnalités politiques ou des mouvements politiques se manifestent. Nous avons mené, dès le lendemain de la proclamation de Londres, un certain nombre d'actions communes, et nous avons participé à des meetings que nous avons organisés en commun. Je me suis moi-même déplacé à plusieurs reprises à Alicante, à Madrid, pour informer l'opinion publique internationale des problèmes posés par la dictature en Algérie, et nous avons entrepris ensemble tout un travail de conscientisation, un travail d'information que nous menons en commun, et nous avons également, d'une façon très concrète, créé un organe d'information qui s'appelle Libre Algérie, que vous avez vous-même distribué, et qui essaye de poser dans un cadre plus large le problème de la démocratie en Algérie, en donnant la parole d'une façon très libre à tous ceux qui veulent la prendre. Et je crois que l'existence même de ce journal, malgré toutes les difficultés qui entourent à chaque fois sa parution, parce qu'il est difficile malheureusement, dans un climat total de démission, il faut bien le dire, au niveau de notre société, et notamment au niveau de nos intellectuels, qui une fois de plus ne répondent pas aux obligations qui devraient être les leurs dans une situation aussi catastrophique que celle que vit l'Algérie. Eh bien, dans ce climat de démission, nous faisons ce que nous pouvons pour assurer tout de même la périodicité de cette parution. Et je crois que cette parution a été très très bien accueillie dans tous les milieux de l'immigration, et y compris au pays, quand nous avons réussi à la faire passer. Ce sont des exemples donc de combats communs que nous menons ensemble, sans qu'aucun problème d'ailleurs n'ait pu naître entre nous depuis la proclamation de Londres. Il y a des actions telles que celles que j'ai menées. Je les menais non pas simplement à titre personnel en tant qu'avocat, mais je les menais également en tant que militant de l'opposition lorsqu'il a fallu défendre la liberté menacée de 14 d'entre vous. Certains de ceux qui sont ici, je pense, voulaient que je m'exprime aussi par rapport à cette affaire. Que s'est-il passé? Je crois que je vais révéler des choses que vous connaissez déjà. Il y a la raison d'État. Il y a la raison d'État qui fait que les États indépendants ont entre eux des relations diplomatiques, des relations politiques et des relations économiques qu'ils font passer au-dessus de toute autre considération. Il est étonnant qu'à une époque où on proclame partout et bien haut, du haut de la tribune des Nations Unies et ailleurs, la supériorité des droits de l'homme sur toute autre considération, eh bien, il faut le constater, c'est une donnée réelle qu'il faut prendre en compte dans notre combat sans avoir à chaque fois à pleurer et à dire « Ah là là, les Français nous font ça, les autres qui vont nous faire ça ». Non, c'est une donnée réelle. C'est une donnée réelle qu'il faut prendre en compte dans toute notre action à partir de maintenant. C'est que la raison d'État, pour tenant à des phénomènes objectifs des relations internationales que vous connaissez aussi bien que moi dans la conjoncture actuelle, eh bien cette raison d'État triomphe sur la planète tout entière. Elle ne triomphe pas simplement dans les relations entre l'Algérie et la France. La raison d'État triomphe, je crois, sur l'échiquier politique international tout entier.
Et cette raison d'État fait que il y a un marchandage entre États. Il y a un marchandage entre États, et que dans ce marchandage, on fait fi de la liberté des hommes, on fait fi des droits et des libertés individuelles. Il y a eu en France une vague d'attentats que nous avons été les premiers à déplorer. Nous avons dit clairement que les premières conséquences de ces attentats aveugles allaient rejaillir sur la communauté immigrée vivant en France, puisque nous sommes tous des travailleurs vivant ici. Et que cette communauté immigrée, travaillant, apportant ici la force de son travail, qui vivait déjà dans un climat de xénophobie exacerbé du fait de la crise économique, ne manquerait pas de subir les conséquences douloureuses de cette vague d'attentats. Eh bien, le gouvernement français a pris des contacts au niveau international pour avoir la paix en France, et dans le cadre de ces contacts internationaux, elle a pris contact avec l'État algérien. L'État algérien, qui, je dois le dire, a été totalement impliqué d'une façon directe ou indirecte dans ce qui s'est passé. Et pour obtenir, entre guillemets, un cessez-le-feu avec ce qu'on a appelé les fractions armées révolutionnaires libanaises, dont l'un des dirigeants a été récemment condamné. Je n'ai pas de jugement à porter ni sur son action politique, ni sur la condamnation. Ce n'est pas mon affaire, chacun est libre de défendre ses idées comme il l'entend. Je ne sais pas s'il est coupable, innocent, ce n'est pas mon problème. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a eu une négociation entre le gouvernement français et le gouvernement algérien, à propos donc d'un cessez-le-feu à organiser avec la France jusqu'à le jugement de Ibrahim Abdallah, et le gouvernement algérien a tout simplement dit « Nous pouvons, sans aucun problème, vous obtenir la paix avec les fractions armées révolutionnaires libanaises, mais en compensation, et entre autres, parce qu'il y a certainement eu d'autres exigences que je ne connais pas, qui doivent être aussi d'ordre économique, eh bien, entre autres, nous vous demandons de nous livrer un certain nombre d'opposants dont voici la liste. Et, Monsieur Mowgli, s'il vous plaît. Et le gouvernement français, par l'intermédiaire d'un certain nombre de ses services, et notamment l'un d'entre eux, je pense à un niveau qui restait celui du ministère de l'Intérieur, a purement et simplement décidé d'appliquer à la lettre ce qu'on peut appeler l'accord d'Alger, bien que je crois qu'il y ait eu un autre accord également réalisé dans l'ambassade d'Algérie à Beyrouth, mais qui est venu un peu plus tard. Celui-là on va le parler, on pourra en parler à propos de l'interdiction d'El Badil. Le gouvernement français a tout simplement pris la mesure qui lui était demandée par le gouvernement algérien, et sans même regarder son fichier, sans même regarder les dossiers qui concernaient les personnes qui étaient impliquées dans cette affaire, a d'un beau matin décidé de venir vous arrêter et de vous amener dans le dépôt que vous avez connu pour finalement vous vouer à une destination qui, je pense, devait être Alger. Le reste, vous connaissez le reste, vous savez comment nous avons bénéficié de 48 heures de répit grâce à la grève des transports, qui nous ont permis, comme l'a dit le frère Nemchaoui tout à l'heure, d'alerter l'opinion publique française, d'alerter nos amis français, qui ont réveillé les médias et qui ont permis de porter l'affaire sur la place publique très rapidement, alors que pour les 101 Maliens, cela n'avait pas été possible. Donc il s'en est fallu de peu pour que les 14 camarades, et je crois qu'il y en avait même 15, je crois qu'il y a un arrêté d'expulsion qui est dans l'air et qui n'a jamais pu être appliqué, eh bien pour les 14 personnes qui étaient visées, cela pouvait se terminer tragiquement par un débarquement à Darbeïda, puisqu'on a su même que
les CNS étaient prêts à vous accueillir ce jour-là, sur l'aérodrome de Darbeida. Voilà un exemple de ce que, une illustration de ce que peut être à un moment donné la raison d'État. Heureusement qu'il y a quand même dans ce pays certains espaces de liberté qui permettent tout de même à l'opinion de pouvoir réagir par l'intermédiaire des médias. Et c'est la raison pour laquelle nous avons pu, je pense, éviter le pire. Deuxième négociation, Belhadj a très bien suivi cela avec moi, à la veille de Noël. À la veille de Noël, les Français étaient très très anxieux de voir libérer au moins un des leurs se trouvant en otage à Beyrouth. Dans ces conditions, et je crois que certains amis français m'ont dit c'est malheureux, mais maintenant pour toute négociation, le passage obligé c'est Alger, il faut aller à Alger. Pour toute négociation sur le sort des otages, portant sur n'importe quelle question intéressant l'Algérie, intéressant plutôt les relations de la France, y compris avec certains pays du Moyen-Orient, eh bien, le génie de nos frères a été toujours de se placer là où il fallait, au bon endroit, pour être les négociateurs, les marchands de tapis, patentés pour agir au niveau d'intermédiaire entre les différentes parties en cause. Et alors, de nouveau, cette fois, négociation à l'ambassade d'Algérie à Beyrouth. Et c'est le général Lakhal Ayat qui se déplace là-bas et qui rencontre des émissaires proches des personnes qui détiennent, dans des conditions odieuses que nous avons condamnées 1000 fois d'ailleurs, ces otages à Beyrouth. Et alors là, de nouveau, négociation, bon, l'Algérie intervient, joue les bons offices. Un certain nombre d'amis palestiniens également sont intervenus dans cette affaire. Et à cette occasion, les Algériens disent, bon, ben écoutez, la dernière fois, ça a raté. Les Français disent, oui, mais c'est pas de notre faute. Il y a un minimum de démocratie chez nous, il y a le droit. On a fait ce qu'on a pu, hein, on les a pris, on allait les expulser, mais malheureusement, ça n'a pas marché. On a fait ce qu'on a pu. Nous avons des institutions. Et du côté algérien, on dit, oui, mais enfin, il y a des groupes qui se manifestent en France qui, comme le dit Mehri, d'une façon très officielle, possèdent des moyens d'expression autonomes. Et ces moyens d'expression autonomes, nous ne pouvons pas les tolérer. Et parmi ces moyens d'expression autonomes, il y a un journal qui nous gêne, qui est fabriqué sur votre territoire et qui nous injurie copieusement tous les jours, qui met en cause la présidente, le président, les brèves qui sont ramassées ça et là, nous font beaucoup de mal. Et c'est un véritable instrument de guerre contre l'Algérie que nous ne pouvons pas tolérer. C'est très grave, il faut absolument que ce journal soit arrêté. Et c'est dans ces conditions que le gouvernement français prend la décision d'interdire El Badil. À ce moment-là, on me cherchait un peu partout d'ailleurs, et c'est en rentrant que j'ai appris que l'interdiction avait été publiée au journal officiel de la République française. Et en même temps, qu'est-ce que nous apprenons? Nous voyons arriver, et nous étions très heureux de cette arrivée, nous voyons arriver Aurel Cornéa, l'un des journalistes d'Antenne 2 qui avait été enlevé, qui a été libéré, et nous étions très joyeux de l'apprendre. Mais la libération d'Aurel Cornéa, il faut le dire, nous a coûté El Badil. La libération d'Aurel Cornéa nous a coûté El Badil, et à la suite de cela, nous avons pensé qu'il était peut-être possible de trouver une voie moyenne et de pouvoir apparaître comme une publication étrangère fabriquée à partir de la Belgique. Malheureusement, les problèmes sont les mêmes, si ce n'est pire qu'en France, puisque les moyens de pression du gouvernement algérien sur pratiquement tous les pays européens sont aussi conséquents et importants. Et je crois qu'il a été préférable finalement, sans essayer de tricher,
de faire paraître ce qu'on appelle aujourd'hui l'alternative démocratique, qui, je peux vous le dire, risque d'avoir les mêmes problèmes qu'El-Badil, puisque maintenant on nous dit, vous nous prenez pour des idiots, on a interdit El-Badil, mais vous faites reparaître El-Badil avec le titre alternative démocratique. Bon, c'est la quadrature du cercle. Alors, il faut en revenir à ce que je disais tout à l'heure. Je crois que nous sommes maintenant assez expérimentés dans le combat politique pour savoir que nous devons de temps en temps, même si nous sommes des idéalistes, faire de la réelle politique et composer avec ce qui existe. Parce que nous sommes une communauté de 800 000 Algériens en France et que cette communauté a une importance stratégique. Alors, qu'y a-t-il en France? Il y a des institutions, il y a le droit, il y a une opinion publique. Et là je rejoins le frère Mchaoui. Il y a une opinion publique et il y a des groupes de pression en France. Il y a même au sein même du pouvoir français des opinions divergentes qui se sont manifestées tout à fait récemment, aujourd'hui même, à propos de certains nombres de mesures touchant une presse qui ne m'intéresse pas d'ailleurs, ce sont leurs affaires, c'est leurs problèmes. Mais en tous les cas, disons qu'il y a eu des divergences à ce propos-là, parce que certains Français considèrent que dès lors qu'on touche à un iota concernant la liberté de la presse, n'importe quelle presse, et ben on risque de toucher à toute la liberté de la presse. Bien, je crois qu'il faut nous engouffrer là-dedans, je crois qu'il faut que nous fassions peut-être un travail que nous avons négligé avant, c'est-à-dire un travail qui consiste à mieux prendre en compte les réalités de la société française, les courants qui traversent cette société, et de voir comment pouvoir travailler avec ces courants-là pour pouvoir continuer à nous exprimer. Il est évident qu'il y a de multiples formes d'expression pour un mouvement politique, et qu'en dehors de l'écrit, il y a également ce que nous sommes en train de faire là. Mais l'écrit est quand même quelque chose d'extrêmement important. Et Alger l'a bien compris, qui multiplie en ce moment ses organes d'information et qui tente de donner à son journal de l'immigration, Actualité de l'immigration, un visage beaucoup plus ouvert, beaucoup plus démocratique. On a donné la parole à Kateb Yassine, on a parlé de restrictions des libertés en Algérie. Enfin, on commence à voir les problèmes d'une façon plus intelligente, tout simplement parce qu'on a eu peur de nos propres moyens d'information. D'où la nécessité tout de même de trouver des formules, des voies et moyens qui nous permettent de nous exprimer, de continuer à apparaître sur des supports qu'il faudra trouver et imaginer de façon à continuer à mener ce combat qui est un combat essentiel, qui est lié d'ailleurs à la formation, qui est le combat de l'information. Je pense que nous aurons, en tous les cas, en discuter prochainement, et en tous les cas, il faut que l'on sache qu'ici, le FFS est totalement solidaire du MDA par rapport à tout ce qu'il peut lui arriver au niveau de la répression qui risque de s'abattre sur lui. Il faut que l'on sache, et je l'affirme d'une façon absolument solennelle, qu'on n'arrivera pas à nous diviser. Nous sommes capables de prendre les décisions qui s'imposent pour être totalement solidaires du MDA dès lors que la liberté du MDA est menacée. Nous en avons donné les preuves dans le passé, nous donnerons les preuves encore dans l'avenir. Pour ceux qui pensent que la proclamation de Londres a été une proclamation opportuniste, que c'était un hasard de l'histoire que cette proclamation intervienne, je suis obligé en quelques instants de rafraîchir quand même les mémoires. On nous dit à nous, FFS, et ça ne vient pas du tout de vous, ça vient souvent de nos amis les plus proches. Et puis il y a un de mes amis ici qui a dû entendre cela déjà. On nous dit, mais comment vous avez pu serrer la main à Ben Bella? Comment vous, qui avez été plutôt malmené de 62 à 65, vous qui avez été condamné à mort à l'époque de Ben Bella, comment vous avez pu signer un accord avec lui? Il faut répondre à cette question.
Et nous sommes tous les jours contraints d'y répondre, et c'est une question tout à fait normale. À cela, nous disons que le contact avec Ben Bella ne remonte pas à 1985, que alors que nous étions détenus dans les années 64, déjà, en prison même, nous avons eu des contacts, et déjà, nos militants qui étaient en liberté et qui étaient dans le maquis ont eu à discuter avec des représentants du Front de Libération Nationale de l'époque, notamment les frères Libjaoui, Aït el-Hussin, Zoubir Bouadjadj, etc., qui représentaient le Front de Libération Nationale. Et l'un de nos plus glorieux militants, Si Abdel Hafid, a eu à négocier directement avec ces gens-là. On lui a fait un sauf-conduit pour venir à Paris. Un accord qui a eu une résonance nationale. Un accord extrêmement important que vous devez connaître, que tous nos jeunes doivent connaître. Le 16 juin 1965. Le 16 juin 1965, nous sommes bien loin de 85, 20 ans en arrière. Il y a eu un accord FFS-FLN qui a été publié dans tous les organes de presse officiels algériens. Et cet accord, qui concrétisait sur le terrain un cessez-le-feu en Kabylie, et qui prévoyait la libération de tous les détenus politiques, ouvrait la voie à la construction démocratique de l'Algérie, parce que pour une fois, dans l'histoire de notre pays, eh bien, notre parti était pratiquement reconnu de fait par le parti unique. C'était un événement considérable. Et d'ailleurs, beaucoup de gens qui entouraient Ben Bella, immédiatement après la signature de l'accord, ont fait pression sur lui pour tenter de le faire revenir sur l'accord. Et je dois dire que la veille de son arrestation, il avait amenuisé la portée de cet accord. Mais la conjoncture était certainement difficile. Cela venait notamment après l'éviction de Bouteflika du poste de ministre des Affaires étrangères. Eh bien, 3 jours après le 16 juin 1965, alors que nous nous apprêtions à être libérés de prison, alors que nous avions pratiquement fait nos valises, c'était la joie, et que des centaines et des centaines de détenus politiques s'apprêtaient à rejoindre leur famille, alors qu'en Kabylie c'était un nouveau 19 mars, hein, et j'ai des témoins ici qui pourraient vous le décrire. Eh bien, à ce moment-là, l'armée prend le pouvoir en Algérie, emprisonne Ben Bella, et les Ben Bellistes sont venus nous rejoindre en prison. Je me souviens que j'ai partagé la cellule à côté de moi à la sécurité militaire, parce que moi, on m'a libéré de la prison militaire d'Oran, pour bien montrer que c'était eux qui avaient le pouvoir. On m'a ramené dans une cellule de la sécurité militaire, et j'étais à côté de Hadj Ben Allah, qui était président de l'Assemblée nationale algérienne à l'époque de Ben Bella. C'est dire que nous nous sommes retrouvés aussi en prison. À la suite de ça, il y a eu la constitution de l'ORP, l'Organisation de la Résistance Populaire, et en prison, avec l'ORP, nous étions en contact. Il y a eu des contacts notamment à Lambèze, entre Mohamed Harbi, Hossein Zahwan, et même des éléments du PCA, du Parti communiste algérien, Bachir Hadj Ali, avec des éléments du FFS. Je dois dire également aux frères Nemchaoui que j'étais en prison avec des frères du PPA, y compris à la prison militaire d'Oran. Donc, dès cette époque, il y a eu cet accord avec le FFS, puis continuité dans les contacts. Et ensuite, eh bien, après l'évasion de Hossein Aït Ahmed, il y a eu des tentatives d'union avec l'organisation clandestine de la révolution algérienne, qui était dirigée à l'époque par Mohamed Libjaoui, et qui disait qu'il représentait Ben Bella. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas vrai, mais en tous les cas, à l'époque, nous étions en contact avec lui, et nous avons tenté de mettre sur pied un organe de liaison. C'est dans ces conditions, notamment, que sur la tombe de Mohamed Khidr, eh bien, il y avait Boudiaf, Krim Belkacem, Lebjaoui et Hossein Aït Ahmed, et que notamment, ils ont entamé une action commune auprès des autorités espagnoles
pour que la vérité puisse être faite sur cet assassinat perpétré par la sécurité militaire algérienne. Alors, on est loin de 85, et Londres, c'est pas un accident de l'histoire. Et ensuite, il y a eu toute l'action menée en faveur de la libération d'Ahmed Ben Bella. Je m'enorgueillis, moi, d'avoir été le seul avocat algérien à faire partie du comité international pour la libération d'Ahmed Ben Bella, et nous avons correspondu avec Ben Bella alors qu'il était en prison, et lorsqu'il est sorti, nous avons participé avec lui à la création de la Commission islamique des droits de l'homme. Aït Ahmed a participé à l'UNESCO, au grand rassemblement qui consacrait la naissance de la Commission islamique des droits de l'homme. Donc je crois que la proclamation de Londres n'a été que la fin d'un processus qui avait commencé 25 ans plus tôt, sans compter les liens affectifs qui avaient été noués dans le combat au niveau de l'OS et du FLN dans les moments les plus difficiles de notre guerre de libération nationale. Voilà ce que je voulais vous dire pour que vous ayez également, vous, des éléments de réponse par rapport à cette alliance entre le Front des forces socialistes et le mouvement pour la démocratie en Algérie. Il y a je ne voudrais pas qu'on élude d'autres questions également. Il y a une dernière question également qu'on doit vous poser souvent. On a tendance chez nous à tout schématiser, et c'est normal dans un climat de dépolitisation totale. On aime bien que le noir soit noir, le blanc soit blanc, et que, bon, on vous dit, ces gens-là sont des Kabyles. Et vous êtes alliés avec les Kabyles, ce sont des gens qui sont anti-arabes, qui veulent l'instauration d'un système en Algérie qui prévoirait notamment la prééminence d'une certaine ethnie sur une autre, d'une certaine langue sur une autre. Bien, je crois que de ce point de vue-là, la proclamation de Londres est extrêmement explicite. D'abord, le Front des forces socialistes n'est pas un parti kabyle. Il a toujours récusé cette connotation, même si, à un certain moment de l'histoire, le pouvoir a tout fait pour nous réduire à une composante purement régionale, bien que nous assumions absolument d'une façon et sans complexe la notion d'un régionalisme positif. Nous sommes absolument pour que chaque région en Algérie ait des moyens d'expression autonome, puisse économiquement se développer d'une façon autonome, et ses institutions autonomes, et le respect culturel d'une façon autonome également. Nous disons que ce bon régionalisme est à l'inverse du régionalisme pratiqué à l'heure actuelle en Algérie, qui n'est même pas un régionalisme de région, qui est un régionalisme de village, de clochers, de clans et de féodalité militaire. Alors nous disons, nous, que nous assumons absolument ce régionalisme que nous considérons comme un facteur de développement et de progrès, mais que nous entendons parler au niveau national, et je dirais même au niveau maghrébin, et que notre dimension est une dimension maghrébine, et que la composante berbère de notre société est une composante qui dépasse de bien loin les composantes kabyles, et qui dépasse bien loin les composantes des frontières de l'Algérie, qui va au-delà et qui est étendue au Maghreb tout entier. Nous disons, comme nous l'avons dit à Londres, que le facteur culturel est un facteur essentiel par rapport à l'élément constitutif de la nation algérienne, et que, en toute simplicité, les Algériens doivent savoir d'abord ce qu'ils sont et comment leur histoire s'est faite au fil des millénaires, et que, comme je le disais tout à l'heure, par rapport à l'histoire contemporaine, nous ne devons rien renier. Par rapport à l'histoire beaucoup plus ancienne, nous ne devons rien renier non plus. Nous devons simplement analyser les choses telles qu'elles sont et faire en sorte que l'épanouissement de la personnalité algérienne se fasse dans toutes les dimensions qui sont la sienne, et notamment que cet élément culturel fasse partie intégrante de cette dimension. Voilà ce que j'avais à dire sur ce point. Notre position au niveau culturel n'est pas une position de combat par antagonisme à une autre culture. Au contraire, nous ne sommes pas pour la langue berbère contre la langue arabe, nous sommes pour la langue berbère et pour la langue arabe, ce qui est totalement différent.
Et nous disons que ces deux langues sont les deux langues nationales de notre pays et que ces deux langues doivent être reconnues d'une façon absolument normale par les institutions libres que décidera le peuple algérien au moment voulu, hein, que le peuple algérien puisse décider démocratiquement de reconnaître l'existence de ce qui fait la richesse et la personnalité de notre peuple. Que vous dire d'autre, si ce n'est que nous avons d'autres étapes encore à franchir, que les quelques bribes que je vous ai données, qui sont mes sentiments par rapport à certains aspects de notre lutte, doivent être développés, et que des séminaires comme celui-ci doivent se multiplier dans toutes nos organisations respectives. Et qu'il faut également que nous arrivions, à la suite de séminaires tels que celui-ci, chacun dans nos organisations respectives, il faut que nous arrivions de plus en plus à trouver des points de rencontre et des points de convergence où nous puissions débattre démocratiquement de nos problèmes, où nous puissions également nous affronter démocratiquement, c'est-à-dire débattre, ne pas être d'accord. C'est cela la démocratie. Il ne faut pas viser absolument à chaque fois l'unanimisme, être obligé de ne concevoir la politique qu'en termes d'unanimité. Je crois qu'il faut nous habituer à la pluralité, à la dimension plurielle qui est la dimension naturelle de notre société et qu'il faut continuer à combattre dans ce sens. Et en tous les cas, soyez sûrs que le Front des Forces Socialistes ne ménagera aucun effort pour aller dans ce sens et que, je crois, nous avons encore des perspectives qui nous semblent extrêmement favorables. Il y a en Algérie les possibilités d'occuper d'immenses espaces de liberté qu'il faut conquérir. Il faut conquérir. Il y a une situation telle dans notre pays qu'il serait absolument criminel de ne pas réagir aujourd'hui à ce qui s'y passe. Le peuple n'a pas d'autre alternative que l'alternative que nous offrons. Il faut absolument que nous restions unis là-dessus. Il faut absolument que nous continuions notre combat main dans la main pour aboutir à l'instauration d'une authentique démocratie dans notre pays. Oui, شكرا للأخ مسيلي على هالكلمة القيمة والتوضيحية. وطبعا معركتنا أبوي داير راشنا قصدكلتي غالن نون قصدكلتي غالن نون أخامي وكنات نزداغ إلى قل ساساتي يطفن إلى قل ساساتي